8 octobre 2020, 17h34. Sarah Harris, comme toujours, était près de la cuisinière en attendant que l'eau bouille pour les pâtes. La soirée était ordinaire. L'arôme agréable de la sauce marinara se répandait dans la cuisine, la radio jouait doucement des chansons de sa jeunesse, et dehors il commençait déjà à faire sombre. Sarah regarda l'horloge. Sa fille, Emma, avait promis de rentrer à 6h, et la mère essayait d'avoir tout prêt pour son arrivée. Rien ne présageait le mal. Soudain, le téléphone qui était sur le comptoir vibra doucement. Sarah, plongée dans ses pensées sur la recette, ne remarqua même pas immédiatement l'écran, où apparut un message court. « Maman, aide-moi. Ils m'ont mise dans le coffre. » Une phrase. 8 mots capables d'arrêter le cœur de n'importe quelle mère. Sarah resta immobile, relut le message une fois de plus, puis encore. Non, c'était définitivement Emma. Le numéro de son téléphone, son style d'écriture, l'habitude de mettre des virgules même dans la précipitation. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Qui aurait pu envoyer cela? Et pourquoi sa fille était-elle dans le coffre? Au premier moment, Sarah ne pouvait pas comprendre quoi faire. Elle regardait l'écran du téléphone comme si elle attendait une explication, comme si maintenant arrivait un deuxième message disant que c'était une blague, une plaisanterie absurde. Mais l'écran restait sombre. Le cœur commença à battre plus vite. Un bourdonnement résonna dans les oreilles. Sarah composa rapidement le numéro d'Emma et une pensée désespérée traversa sa tête. « S'il te plaît, qu'elle réponde. » La sonnerie du téléphone retentit une fois, 2, 3, et soudain, l'appel fut décroché. « Maman !» La voix d'Emma était effrayée et haletante. « Un homme m'a attrapée. » En arrière-fond, on entendait le bruit du mouvement, le ronronnement étouffé d'un moteur, le bruit de quelque chose de métallique. Sarah essaya de dire au moins un mot, mais la gorge se serra d'horreur. Et à ce moment, le cri d'Emma déchira le silence du téléphone. Fort, perçant et plein de terreur. Et alors l'appel fut brusquement coupé. Sarah, pendant longtemps, ne put comprendre ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient tant que le téléphone faillit tomber par terre. Dans la cuisine, il devint insupportablement silencieux, comme si le monde autour s'était arrêté, s'était transformé en une image terrible d'un cauchemar. Et seul le son de l'eau bouillant sur la cuisinière la tira de la stupeur, la força à agir. Il ne s'était pas écoulé même 30 secondes quand Sarah composait déjà le 911. La voix de l'opérateur sonnait indifférente et professionnelle, mais Sarah ne l'entendait presque pas. Devant les yeux, il n'y avait qu'une image. Son Emma, sa petite fille, enfermée quelque part dans le coffre d'une voiture avec un étranger. L'opérateur posa une question sur les détails, et Sarah ne pouvait pas connecter 2 mots. Finalement, elle réussit à prononcer seulement l'essentiel. « S'il vous plaît, vite. Ma fille a besoin d'aide. Elle a été kidnappée. Elle est dans le coffre d'une voiture, et je ne sais pas où elle est. » De l'autre côté de la ligne, quelqu'un tapait rapidement sur le clavier, enregistrant l'incident. 8 octobre 2020, reçu appel de la citoyenne Sarah Harris, rapporte enlèvement de fille mineure. Nom de la victime, Emma Harris. Localisation actuelle inconnue. À partir de ce moment, tout dans la vie de Sarah changea pour toujours. Elle ne savait pas que dans quelques heures, tout Springfield parlerait de cet enlèvement. Elle ne savait pas que la recherche d'Emma se transformerait en une opération à grande échelle, à laquelle participeraient des centaines de personnes. Et encore moins, elle pouvait imaginer combien importante deviendrait cette conversation courte de 8 mots. Maintenant, Sarah était simplement au milieu de la cuisine, tenant le téléphone et regardant l'écran, éteint et froid, ne promettant rien de bon. L'eau sur la cuisinière avait depuis longtemps complètement bouilli, et ses yeux étaient dirigés quelque part à travers les murs, à travers les maisons, vers où était sa fille, et où elle espérait si désespérément le sauvetage et l'aide. Elle aurait dû rentrer à la maison avec un lapin. C'était exactement comme cela que sonnait le plan.
et Emma croyait que la journée se terminerait exactement ainsi. Mais maintenant l'attendaient des événements complètement différents. Pas une soirée en famille, pas des embrassades joyeuses des parents, mais l'obscurité et la peur dans le coffre d'une voiture étrange. Comment une sortie ordinaire au magasin d'animaux a-t-elle pu finir dans un cauchemar pareil? Emma Harris était une fille ordinaire de Springfield, 4e année, école primaire. Lincoln. Sac à dos avec des porte-clés colorés qu'elle changeait toute la semaine. Elle aimait la glace à la fraise, les séries sur les super-héros et les livres sur Harry Potter. Sur les murs de sa chambre, il y avait des dessins de licornes et des posters de Taylor Swift. Et dans le coin, se trouvait une petite maison vide, jusqu'alors pour lapin, cadeau des parents pour son 10e anniversaire. Emma demandait depuis longtemps d'avoir un animal de compagnie. Mais les parents hésitaient depuis longtemps. D'abord, ils disaient que c'était trop tôt, puis que c'était du travail. À la fin, Emma convainquit la mère et le père, promettant qu'elle s'occuperait elle-même de la petite bête. Et alors, le jeudi 8 octobre, arriva finalement le jour tant attendu. Après l'école, Emma et son amie Lily allèrent au magasin d'animaux Happy Pets, situé à seulement quelques pâtés de maison de leur maison. Pour Emma, ce n'était pas juste une sortie au magasin, c'était un pas vers la réalisation d'un rêve. La journée était chaude et ensoleillée, une journée typique d'octobre à Springfield. Les filles sortirent de l'école, conversant joyeusement et discutant de quel nom serait le mieux pour le lapin. Lily suggérait de l'appeler Cookie et Emma insistait sur le nom Câlin. En chemin, elles passèrent par un café, achetèrent 2 milkshakes à la vanille et rirent beaucoup en regardant des vidéos drôles sur TikTok. Le monde autour semblait simple et compréhensible. Et à ce moment, Emma n'imaginait même pas que cette journée changerait sa vie pour toujours. Dans le magasin, le choix ne fut pas si simple. Devant les cages avec des lapins, Emma resta 40 minutes entières, observant les petites bêtes et essayant de comprendre lequel d'entre eux serait le meilleur ami. À la fin, son choix se porta sur un petit lapin gris avec des pattes blanches et des oreilles longues et drôles. Le vendeur aida à transférer soigneusement l'animal dans une boîte en carton avec des petits trous pour l'air, et les filles heureuses repartirent. Ce jour-là, elles n'étaient pas pressées. Elles marchaient lentement. La boîte était portée soigneusement par Lily, et Emma tenait dans la main le sac avec la nourriture et la cage que les parents avaient payé à l'avance dans le magasin. Elles discutaient des plans pour le week-end. Les amis avaient pas déjà convenu de se rencontrer samedi pour organiser ensemble la petite maison du lapin. Quand les filles arrivèrent au carrefour près de la rue Brooke, leurs chemins se séparèrent. La maison de Lily était un peu plus proche, et elle, souriant, passa la boîte à Emma. « À demain !» salua Lily, disparaissant au coin. « À demain !» cria Emma en réponse, arrangeant la boîte avec le nouvel ami et marchant soigneusement sur les fissures de l'asphalte. De là jusqu'à la maison, il ne restait que 200 mètres. Seulement quelques minutes de marche par une rue tranquille à côté du parc Jefferson, où généralement à cette heure jouaient des enfants, se promenaient des chiens et des adultes rentrèrent du travail. Ce tronçon du chemin, Emma le connaissait par cœur, comme n'importe quel habitant local. Dans la tête de la fille tournait une pensée simple. À la maison, la mère devait déjà préparer le dîner et le père avait promis d'aider à organiser la petite maison pour Câlin. Mais ces 200 mètres, Emma ne les parcourut jamais. Maintenant, personne ne saura exactement ce qui s'est passé sur ce tronçon court, apparemment absolument sûr de la route. Les caméras de sécurité enregistrèrent seulement Emma marchant sur le trottoir, portant la boîte, regardant autour d'elle, et alors dans le cadre apparut rapidement une voiture. Après cela, personne ne vit plus la fille. Seulement 1 minute. Et la rue redevint vide et silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Plus tard, on découvrirait que la boîte avec le lapin fut trouvée pas très loin de ce même carrefour. La petite bête était effrayée, mais vivante et en bonne santé. Emma, cependant, semblait avoir été avalée par la terre, et la question de comment cela a pu arriver au milieu d'une rue tranquille devint la plus importante pour toute la ville.
Mais maintenant, en ce moment exact, pendant que les parents d'Emma vivaient leur vie ordinaire et ne savaient pas encore que leur fille avait déjà envoyé ce message terrible, la police commençait seulement à démêler les chevaux de cette histoire. Ils n'imaginaient même pas encore avec quoi ils auraient affaire et qui exactement conduisait la voiture qui changea pour toujours la vie de la petite Emma Harris. Comment cela a-t-il pu arriver? En plein jour, à seulement 200 mètres de sa maison, près d'une rue animée et littéralement devant cette même animalerie où Emma venait de recevoir le lapin tant attendu. Tout s'est passé en 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles une fille a disparu et personne n'a entendu ou vu absolument rien. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais cependant, c'est arrivé. L'amie d'Emma, Lily, répéterait plus tard à la police encore et encore les mêmes mots. Tout était normal. Dans le protocole de sa déclaration, il était écrit « Nous nous sommes séparés exactement à 14h25. J'ai tourné à droite et Emma est allée tout droit. Elle était contente, souriante, a dit qu'elle appellerait le soir. Rien d'étrange ou de suspect, je n'ai remarqué. » Ces mots ont ensuite été répétés aussi par la mère de Lily et le vendeur de la boutique, et même des passants que la police a interrogés 1 heure après la disparition de la fille. La rue était comme toujours, claire, tranquille, calme. La joueur des enfants, quelqu'un promenait un chien, quelqu'un rentrait simplement chez soi après le déjeuner dans une cafétéria proche. Mais personne ne pouvait se rappeler ni d'une automobile étrange, ni d'une personne suspecte, ni de bruit, ni de cris. Comme si Emma s'était simplement dissoute dans l'air en un instant. Le temps entre la séparation des filles et le message envoyé à la mère fut de seulement 5 minutes. 5 minutes qui maintenant semblaient une éternité entière. Pendant ce temps, Emma aurait dû passer devant la boutique, traverser la rue, rester littéralement en vue de sa maison. Mais c'est exactement là, en ce point minuscule de l'espace et du temps, que quelque chose s'est mal passé. À 14h30, Sarah Harris a reçu ce message. « Maman, aide-moi, ils m'ont mise dans le coffre. » Une demande désespérée, un cri de secours, envoyé depuis le coffre d'une automobile. Imaginez seulement cette image, seulement quelques secondes, et le monde familier de la famille Harris s'est effondré pour toujours. La rue Brooke s'est soudainement remplie du bruit des sirènes. À 3h de l'après-midi, elle était déjà bondée de voitures de police. Apparurent les premières personnes en uniforme, arrivèrent des enquêteurs et des maîtres chiens. Commença une enquête à grande échelle du territoire. Des parents de maisons voisines épiaient par les fenêtres. Des enfants effrayés restaient debout sur les trottoirs, observant le drame qui se déroulait. Beaucoup ne savaient pas encore exactement ce qui s'était passé, mais tous sentaient quelque chose de terrible. À 15h, la police annonça officiellement un plan d'interception. Le protocole contenait déjà la formulation clé « enlèvement de mineurs ». Fut lancée une enquête à grande échelle, commencèrent les interrogatoires, les recherches de témoins, l'étude d'enregistrement de caméras de sécurité. La ville comme s'arrêta dans l'attente, essayant de comprendre qui et pourquoi avait commis quelque chose comme ça. Dans les nouvelles apparaissaient déjà les premiers reportages. Fille disparue, police demande l'aide de témoins. Et tous ceux qui voyant cette nouvelle pensaient à une chose. Est-ce que cela pourrait arriver à quelqu'un qui rentrait simplement chez soi? Mais le temps passait. Et il n'y avait pas de réponse. Les 5 minutes entre la vie normale et le cauchemar devinrent cette énigme qui tourmentait la police, les parents et les habitants de la ville. Dans la tête tournait constamment la pensée. Comment le ravisseur a-t-il réussi à commettre le crime si vite, si silencieusement et imperceptiblement? Plus tard, on découvrirait que les caméras de sécurité avaient finalement enregistré quelque chose. Dans le cadre, apparut rapidement une automobile. Une berline noire sans plaque, qui passa dans la rue seulement quelques secondes avant qu'Emma envoie son message. Mais ni le modèle de la voiture, ni le visage du conducteur ne purent être discernés immédiatement.
Le ravisseur agit vite et sûrement, comme s'il savait à l'avance quoi faire et comment le faire de la façon la plus imperceptible possible. Mais cela serait plus tard, et maintenant, au moment où la police commençait les premiers pas de l'enquête, il n'avait même pas ces détails. Il y avait seulement la conscience terrible que la fille avait disparu, que quelqu'un en plein jour, dans un quartier tranquille et calme, avait réussi à faire ce dont les gens ne lisent généralement que dans les journaux et voient dans les films. Déjà le soir, tout Springfield discuterait de cette histoire. Les parents tiendraient si plus fermement leurs enfants par la main, les voisins se regarderaient les uns les autres avec suspicion, et la police commencerait à poser des questions gênantes à tous ceux qui se trouvaient prêts. Mais dans les premières heures de l'enquête, il y avait beaucoup plus de questions que de réponses. Il ne restait qu'un espoir principal, trouver Emma le plus vite possible. Parce que tous savaient, le compte n'était plus en jours, mais en heures et même minutes. Plus vite la police arriverait sur la piste, plus grandes les chances qu'Emma rentre à la maison et que ce cauchemar se termine. Pour l'instant, c'était seulement une énigme sombre, enveloppée dans le silence de la rue où rien ne fut vu et rien ne fut entendu. Et en ce moment, pour la police de Springfield, le principal était seulement une question. Par où exactement commencer les recherches, quand en 5 minutes, personne n'a rien remarqué? Il semblait qu'en 5 minutes, il était impossible de commettre un enlèvement de sorte que personne ne remarque. Mais c'est arrivé. Et maintenant, tout Springfield était mobilisé. La police commença à agir rapidement, comme si chaque minute perdue pouvait être décisive. La rue Brock, généralement tranquille et accueillante, était maintenant complètement isolée par des voitures de police avec sirènes. Des personnes en uniforme envahirent littéralement le pâté de maison. Les uns prenaient des dépositions, les autres fouillaient chaque mètre du territoire à la recherche d'au moins quelque indice. Mais le temps passait, et il n'y avait encore pas de résultat. Les adultes conversaient entre eux avec des voix inquiètes. Les enfants restaient à côté, regardant effrayés les policiers et tenant les parents par les mains. Des volontaires qui avaient déjà réussi à arriver sur place se répartissaient en groupes, recevaient des instructions et partaient examiner les rues proches et le parc Jefferson. Quelqu'un criait le nom d'Emma, quelqu'un vérifiait les buissons et garages. Il semblait que la ville était prête à retourner chaque pierre, juste pour trouver la fille vivante et indemne. La police, pendant ce temps, agissait selon son plan. D'abord, ils commencèrent à visiter les habitants de la rue Brook. Les policiers allaient de porte en porte, posant les mêmes questions. N'avez-vous rien remarqué d'inhabituel? Peut-être avez-vous vu des personnes ou automobiles suspectes? Et chaque fois, ils entendaient pratiquement la même réponse. Non, nous n'avons rien remarqué, tout comme toujours. Le sentiment d'impuissance grandissait chaque minute. Comment est-il possible d'enlever une personne sans laisser de traces ni de témoins? Simultanément, un autre groupe de policiers fouillait soigneusement le parc Jefferson. Sur son territoire, il était possible de cacher n'importe quoi. Mais ici aussi, il n'y avait pas de résultat. Le chien pisteur que les enquêteurs avaient amené avec eux aboya avec excitation plusieurs fois, mais à la fin, ne trouva que des bouteilles vides, de vieux sacs et des jouets perdus par quelqu'un. Il semblait que toute la situation était une plaisanterie malveillante, où la police était forcée de chercher des indices là où il n'y en avait pas et ne pouvait y en avoir. Pendant ce temps, les spécialistes techniques de la police demandèrent tous les enregistrements possibles de caméras de sécurité. Il s'avéra que dans la rue Brook, il n'y en avait pas tant que ça. Quelques caméras se trouvaient dans des maisons particulières, mais les propriétaires admettaient les caméras soit ne fonctionnaient pas, soit étaient dirigées vers un tout autre côté. Les caméras dans les objets commerciaux comme cafétérias et petites boutiques montraient seulement ce que tous savaient déjà. Emma marchait dans la rue, souriait, portait la boîte avec le lapin. Aucune personne suspecte, aucune automobile étrange près de la fille ne fut remarquée. Chaque minute, la tension grandissait. Les nerfs des policiers et volontaires étaient à la limite. Il semblait que le ravisseur avait agi comme un fantôme, silencieux, imperceptible et sans trace.
La ville s'arrêta dans l'attente. La police réussira-t-elle à trouver au moins quelque chose à quoi s'accrocher? Et alors, après plusieurs heures, quand il semblait déjà que les recherches arrivaient dans une impasse, la première piste réelle apparut, finalement. Une des caméras dans le bâtiment de l'animalerie Happy Pets, situé juste en face du lieu de disparition d'Emma, enregistra une automobile. L'enregistrement était de mauvaise qualité, l'image floue, mais c'était déjà quelque chose. Dans les cadres, on voyait comme une berline sombre s'arrêtait sur le bas-côté pour littéralement 1 minute. L'horaire sur l'enregistrement, 14h28. La voiture reste immobile, comme si elle attendait quelque chose. Personne ne sort. Personne n'entre. Puis, à 14h29, l'automobile part brusquement et disparaît au coin. Et bien qu'il ne soit pas possible de discerner les plaques et le visage du conducteur sur l'enregistrement, la police comprit immédiatement, c'était leur première, et possiblement unique à ce moment, preuve matérielle. Cet enregistrement devint instantanément le point de départ de l'enquête. La première piste de comment exactement Emma avait pu disparaître en quelques secondes apparut. Maintenant, la police comprenait au moins sur quoi elle devait se concentrer. Ils commencèrent immédiatement à vérifier les automobiles similaires et les spécialistes techniques tentèrent d'améliorer la qualité de la vidéo. Mais beaucoup de questions restaient encore. À qui était cette berline? Pourquoi s'était-elle arrêtée exactement là? Et comment le ravisseur avait-il réussi à agir si rapidement et imperceptiblement? Dès le lendemain, les images de cet enregistrement parcourront tout Springfield. La berline sombre sans plaque deviendrait le sujet le plus discuté. Et la police demanderait aux citoyens de se rappeler tout ce qui avait au moins quelques relations avec cette voiture. Mais à ce moment, pour l'enquête, ce n'était qu'une petite pièce d'un énorme puzzle dans lequel trop de détails manquaient. Ainsi, de l'impuissance et de la complète indéfinition, la police passa à la première piste concrète. Maintenant, cela semblait insignifiant, mais c'était tout de même un commencement. Le commencement d'un chemin long et douloureux vers les réponses dont dépendait la vie d'Emma Harris. Et c'est exactement d'ici que l'enquête commence à avancer, pas à pas, piste par piste, jusqu'à ce qu'enfin soit trouvée la réponse à la question principale. Qui avait enlevé la fillette? Et pourquoi exactement elle? Après que l'enregistrement des caméras de surveillance devint la preuve principale, la police commença méthodiquement à vérifier tous les propriétaires de berlines sombres à Springfield. Il semblait logique et inévitable que parmi eux, en premier lieu, l'attention serait attirée par quelqu'un du cercle proche de la famille Harris. Et très bientôt apparut la première personne sur qui retomba immédiatement le soupçon. Il s'appelait Robert Evans et habitait juste à côté de la maison des Harris depuis presque 8 ans. Dans la vie commune, Robert ne se distinguait en rien de spécial. Homme d'âge moyen, travaillait comme agent d'assurance, portait des lunettes à verre épais, tondait la pelouse tous les samedis exactement à 8h du matin. Mais il y avait des moments qui apparurent dans les rapports de police immédiatement, dès que son nom de famille fut mentionné. Le fait est que les relations entre Robert et la famille Harris ne pouvaient être appelées chaleureuses. Au contraire, selon les voisins, le conflit entre Evans et les Harris durait déjà plusieurs mois. Il commença par de petites choses. D'abord, Robert n'aima pas que la famille plante des arbres trop près de son terrain. Puis commencèrent les plaintes sur le bruit. Tantôt la musique de la maison des Harris dérangeait le sommeil, tantôt les enfants jouant dans la rue trop fort irritaient Robert. Et bien que la famille Harris tenta d'adoucir le conflit, parfois même essayant d'établir une conversation amicale, Evans devenait de plus en plus fermé et irritable. Et maintenant, quand la police étudia les enregistrements des caméras et fit la description de l'automobile, Robert Evans fut le premier qui correspondait parfaitement à ces données. Dans son garage se trouvait exactement cette berline, sombre, de couleur noire, exactement le type qui apparut dans l'enregistrement près de l'animalerie. Quand les enquêteurs arrivèrent chez lui, dans la rue, il faisait déjà nuit. Près du porche brûlait une lampe solitaire, et la maison semblait sombre et fermée, comme si ses habitants savaient à l'avance la prochaine visite de la police. Robert rencontra les policiers sur le seuil. Il était très nerveux.
et se confondait dans les mots quand on lui demanda de raconter sa localisation au moment de la disparition d'Emma. J'étais à la maison. Toute la journée, j'étais à la maison, dit-il incertain, regardant par-dessus son épaule, comme s'il cherchait le soutien de sa femme. La femme d'Evans, Caroline, confirma bientôt ses paroles. Elle semblait inquiète, mais répétait avec détermination que le mari n'était pas sorti de la maison, ne serait-ce qu'une minute. « Vous connaissez Robert ?» tentait-elle d'expliquer au policier. « Il se plaint parfois, mais il n'est pas capable de faire du mal à quelqu'un. Encore moins. Vous pensez à quelque chose de si terrible ?» La police était obligée de tout vérifier jusqu'au bout, alors les enquêteurs décidèrent d'examiner la voiture et de demander les enregistrements des caméras de surveillance qui étaient installées juste chez les Evans. Pendant que la technologie étudiait la vidéo, Robert restait silencieux sur le côté, ajustant nerveusement ses lunettes et regardant les voisins qui épiaient par les fenêtres, comprenant qu'il était maintenant devenu le héros principal de mauvaises rumeurs. Les enregistrements des caméras de la maison des Evans se montrèrent inopinément nets et convaincants. Dans la vidéo, on voyait clairement comment l'automobile de Robert resta toute la journée dans le garage. Aucune porte ne s'ouvrit, la voiture ne bougea pas. Robert était à la maison, s'occupait de petites tâches dans la cour, sortait périodiquement sur le porche. Tout était si commun et naturel que même les soupçons les plus insistants de la police se dissipèrent instantanément. Le soir du même jour, la police exclut officiellement Robert Evans du cercle des suspects. Et bien que les voisins chuchotent encore longtemps, le discutant et jetant des regards de côté vers sa maison, l'enquête mit un point final à cette question. Mais un ressentiment resta, et pas seulement chez Robert lui-même, qui avait maintenant peur de sortir de chez lui une fois de plus. Tout ce qui se passait devint pour les habitants de Springfield un rappel cruel de la rapidité avec laquelle une personne peut tomber sous le soupçon. Et combien fréquemment ces soupçons peuvent être erronés. Et bien que Robert se soit montré innocent, la police ne pouvait se permettre de se détendre. Sa tâche principale, trouver Emma, devenait de plus en plus difficile avec chaque heure perdue. L'enquête fut forcée de revenir un pas en arrière, vers ce même enregistrement de caméra dans lequel l'automobile inconnue restait le seul fil menant à la solution. C'était exactement cette berline, arrêtée près de l'animalerie pour seulement 1 minute, qui continuait de hanter les enquêteurs. Robert Evans s'était montré innocent, mais qui alors conduisait l'automobile qui disparut avec la fillette? Et pourquoi exactement cette personne choisit Emma? La police était obligée de trouver des réponses à ces questions, mais chaque minute de retard diminuait les chances d'un dénouement favorable. Pendant ce temps, les rues de Springfield commencèrent à paraître un peu moins sûres, et la peur commença lentement à pénétrer dans les maisons des citoyens, les forçant à regarder plus attentivement ceux qui vivaient près. L'enquête revint à nouveau au point initial, et la police fut forcée de reconnaître. La supposition la plus évidente ne se justifia pas, et cela signifiait qu'il fallait creuser plus profond. La berline sombre dans la vidéo restait la seule piste réelle, et la police se préparait à étudier chaque détail, chaque particularité de l'enregistrement, pour trouver ce que tous avaient jusqu'alors manqué. Et à ce moment, ils ne savaient pas encore que le prochain pas leur ouvrirait des détails complètement nouveaux et inattendus, qui changeraient toute l'affaire complètement. Après que la version avec le voisin s'effondra, l'enquête comme se heurta contre un mur sourd. Apparemment, la police avait entre les mains un enregistrement vidéo avec une automobile qui avait clairement une relation avec la disparition d'Emma. Mais la qualité de l'enregistrement ne permettait de discerner ni les plaques, ni la marque de la voiture. Et d'autres pistes, il n'y en avait tout simplement pas. Les policiers se posaient une seule et même chose. Que faire maintenant quand il n'y a pas de piste et le premier suspect n'avait rien à voir? Mais ce fut exactement à ce moment, quand il semblait que l'enquête était arrivée dans une impasse, que la police décida de changer de stratégie. La décision fut prise d'élargir le périmètre de recherche d'enregistrement vidéo. Si l'automobile apparut dans l'enregistrement près de l'animalerie, alors, possiblement, elle fut enregistrée par d'autres caméras localisées aux sorties du quartier. Les enquêteurs comprenaient, ce serait un travail lent et minutieux. Mais maintenant, chaque chance était importante, même la moindre.
Un groupe de spécialistes techniques s'occupa de l'analyse des caméras de surveillance de la ville, installées aux principaux carrefours. Ces caméras enregistraient quotidiennement des milliers d'automobiles et les fonctionnaires de police passèrent des heures à visualiser les enregistrements, espérant voir à nouveau la berline sombre familière. D'abord, cela semblait une tentative de trouver une aiguille dans une botte de foin. Les minutes se transformaient en heures, les yeux se fatiguaient du clignotement infini d'automobiles sur l'écran et l'espoir chaque heure devenait plus illusoire. Et puis, quand le désespoir commençait déjà à s'emparer, l'un des fonctionnaires soudain arrêta l'enregistrement et agrandit l'image. C'était lui, la berline sombre. Le même modèle, la même couleur, absence de plaque. L'horaire dans la vidéo montrait 14 heures et 34 minutes, littéralement 5 minutes après la disparition d'Emma. La voiture se déplaçait en direction de la zone industrielle en périphérie de la ville. Les policiers commencèrent immédiatement à vérifier les prochains carrefours sur la route de déplacement de l'automobile. Et bientôt fut confirmé, la berline se dirigeait exactement là-bas, au-delà des quartiers résidentiels, en direction d'entrepôts vieux et d'usines abandonnées. Cette information changea immédiatement toute la direction de l'enquête. Si jusqu'à ce moment les recherches étaient dispersées dans toute la ville, maintenant la police pouvait rétrécir le cercle. La berline sombre quittait clairement Springfield, et les enquêteurs devaient enfin comprendre vers où exactement elle se dirigeait. Les policiers envoyèrent immédiatement des patrouilles pour vérifier le territoire de la zone industrielle. Les volontaires, recevant des orientations, commencèrent à organiser de nouveaux groupes de recherche, dirigés exactement vers cette partie de la ville. Au quartier général de l'enquête, les analystes pendant ce temps composèrent une carte exacte du mouvement de l'automobile suspecte, se basant sur le temps, la vitesse et les directions des enregistrements des caméras vidéo. Sur la carte apparurent des lignes et des flèches claires montrant la route. Maintenant, personne ne doutait plus que le ravisseur avait un plan, une route préalablement préparée et comprenait clairement où il se dirigeait. Le soir, l'orientation avec la description de la berline et la route supposée était déjà avec chaque patrouille. Les voitures de police commencèrent à parcourir la zone industrielle et les territoires adjacents, examinant chaque construction abandonnée, chaque coin et ruelle. Les bénévoles vérifiaient méthodiquement les entrepôts et les anciens hangars, criant le nom d'Emma et écoutant attentivement chaque bruit. Mais même malgré le fait que maintenant l'enquête se déplaçait dans une direction claire, l'atmosphère restait tendue. Personne ne pouvait savoir avec certitude ce qu'exactement il trouverait dans ces lieux abandonnés. L'obscurité, le silence et les bâtiments sombres de la zone industrielle ne faisaient qu'intensifier l'anxiété. Et bien que la police ait en main une piste concrète, le sentiment d'indétermination ne disparaissait pas. Tous comprenaient. Plus le temps passe, moindres sont les chances de retrouver Emma vivante. C'est exactement pourquoi les recherches continuaient toute la nuit sans arrêt. Tout Springfield attendait des nouvelles. Chaque message au téléphone, chaque appel pouvait être décisif. Les enquêteurs, pendant ce temps, tentaient de comprendre qui pouvait être derrière ce crime. Une personne capable d'une telle chose devait clairement posséder certaines compétences ou expériences. Tout fut fait rapidement, clairement, sans erreur. La police commençait à percevoir qu'elle avait affaire à quelqu'un qui savait comment agir imperceptiblement, comment se cacher des caméras et des témoins. Cependant, à ce moment, l'objectif était trouver l'automobile et trouver Emma. Tout le reste pouvait attendre. Dans la ville résonnèrent à nouveau les sirènes. Des rayons de projecteurs déchiraient les rues sombres. Bénévoles et policiers fouillaient chaque mètre de terre, espérant trouver au moins quelques traces. Maintenant, ils se déplaçaient exactement selon la carte construite par les analystes, et cette confiance donnait au moins un petit espoir. L'enquête gagna à nouveau un vecteur clair. Après la sensation de désespoir complet, la police et les citoyens reçurent un objectif vers lequel ils se dirigeaient avec confiance et sans doute. Personne ne savait ce qui les attendait au bout de la route, mais tous comprenaient. De la rapidité avec laquelle ils réussiraient à trouver cette berline dépendait non seulement la vie d'Emma, mais aussi la tranquillité de tout Springfield. Cependant,
L'enquête ne soupçonnait encore pas que les vraies surprises étaient devant. La berline sombre n'était que le commencement. Et les détails qui apparaîtraient trop bientôt forceraient tous à regarder cette histoire de façon complètement différente. Mais pour l'instant, la police ne savait pas que dès le lendemain, il se heurterait à une découverte qui retournerait toute l'affaire sans dessus-dessous. Dans la recherche d'indices, les enquêteurs furent forcés d'aller encore plus loin. D'abord, ils vérifièrent toutes les caméras, puis interrogèrent les témoins, mais les résultats étaient catastrophiquement peu nombreux. C'est pourquoi la police décida d'utiliser une autre approche. Si les témoins n'avaient rien vu, si les caméras n'avaient presque rien montré, alors, possiblement, les réponses étaient ailleurs. Dans les bases de données, maintenant l'attention de la police se dirigea vers ceux qui étaient déjà tombés dans son champ de vision, vers ceux dont les noms et adresses étaient déjà connus du système. Dans la ville de Springfield, vivaient beaucoup de gens avec un passé sombre, et les enquêteurs décidèrent de vérifier chacun qui pouvait être capable d'un tel crime. Ils cherchaient des coïncidences par automobile, antécédents criminels et localisation le jour de la disparition d'Emma. La révision de la base commença tôt le matin et continua jusqu'à tard dans la nuit. Les policiers étudiaient méthodiquement les dossiers, vérifiaient les informations sur les voitures et téléphones, et à un certain moment, l'attention de l'un des employés fut attirée par un registre concernant un habitant local avec une biographie assez alarmante. Il avait déjà des antécédents pour agression, et cela en faisait automatiquement une figure intéressante pour l'enquête. Mais ce qui était encore plus important, à son nom était enregistrée une berline sombre qui coïncidait parfaitement dans la description avec celle qui apparut dans l'enregistrement vidéo près de l'animalerie. Le nom du suspect n'était pas encore divulgué, mais sa personnalité causa immédiatement une forte tension parmi les enquêteurs. Encore plus suspect était le fait que son téléphone portable, selon les données de l'opérateur, était dans la région de la rue Brooke exactement à 14h30, au même moment où Emma envoya à sa mère le message qu'elle avait été mise dans le coffre. Mais ce n'était pas encore toute l'information. Le plus étrange et alarmant fut découvert un peu plus tard. À 15h, seulement une demi-heure après la disparition d'Emma, le téléphone du suspect s'éteignit inopinément. Et ce ne fut pas simplement une batterie déchargée ou une mauvaise connexion. Le téléphone fut éteint intentionnellement et resta inaccessible jusqu'au matin du jour suivant. La police classa immédiatement cette action comme extrêmement suspecte. Si une personne éteint soudain son téléphone exactement quand toute la ville est en état de panique et de recherche active, alors, évidemment, elle tente de cacher quelque chose. Et cela en fit le suspect numéro 1 aux yeux de l'enquête. Pendant ce temps, les enquêteurs commencèrent immédiatement à vérifier son passé plus en détail. Le suspect vivait à la périphérie de Springfield, dans une maison discrète, entourée d'une clôture haute. Les voisins se référaient à lui de façon ambiguë. Quelqu'un le considérait silencieux et fermé. D'autres parlaient directement du fait que cette personne causait de l'anxiété. Il racontait à comment fréquemment il conduisait pendant les nuits, comment il ne sortait presque pas de chez lui pendant la journée. Et l'une des voisines se souvint même de comment une fois, il explosa en cris après que des enfants aient joué trop près de sa cour. Les policiers décidèrent d'agir avec prudence, comprenant que maintenant leur tâche n'était pas simplement de trouver le suspect, mais de rassembler suffisamment de preuves pour présenter une accusation. La maison fut mise sous surveillance. Ils établirent une observation 24 heures sur lui, tentant de comprendre si cette personne se comportait de façon inhabituelle après la disparition d'Emma. Chacun de ses pas, chaque sortie en voiture était soigneusement enregistrée. Mais le plus étrange était qu'il avait pratiquement cessé de sortir de chez lui, comme s'il avait senti la surveillance ou avait simplement décidé de se cacher. Sa voiture, cette même, noire et sans plaque, restait dans la cour, cachée sous une bâche, comme s'il n'avait pas l'intention de l'utiliser dans un futur proche. Pendant que les enquêteurs rassemblèrent des données, toute la ville était déjà au courant du nouveau tournant dans l'affaire. Les gens parlèrent du suspect, discutèrent de son passé, inventaient les versions les plus diverses sur les motifs et objectifs. Peur et colère débordaient Springfield,
et chaque nouveau message forçait les citoyens à devenir de plus en plus nerveux. Mais la police ne révélait pas encore son nom officiellement. Il restait encore la probabilité d'erreur, et l'enquête ne voulait pas répéter la même situation qui était arrivée avec le voisin des Harris. C'est pourquoi les enquêteurs travaillaient silencieusement, mais intensivement. Ils vérifiaient tous les contacts du suspect, analysaient les routes de ses déplacements des dernières semaines, étudiaient soigneusement les enregistrements d'autres caméras de surveillance, tentant de confirmer ou réfuter sa participation dans l'enlèvement. Cependant, le fait que le téléphone du suspect fût éteint immédiatement après le crime supposé était trop suspect pour l'ignorer. Ce ne fut pas un hasard, mais un pas clair, dirigé pour éviter le traçage et se cacher de la police. Cela devint le nouveau centre de l'enquête et força les enquêteurs avec une énergie redoublée à chercher d'autres confirmations de sa culpabilité. Et bien que la police ne sache pas encore avec certitude si exactement cette personne était coupable de la disparition d'Emma, les enquêteurs comprenaient déjà qu'ils avaient trouvé quelqu'un dont le comportement ne pouvait être ignoré. Il leur restait maintenant seulement à rassembler suffisamment de preuves pour transformer les soupçons en faits. Mais pour l'instant, la ville attendait et retenait son souffle. Le prochain pas de la police devait être décisif et personne ne pouvait prédire quel secret exactement s'ouvrirait quand les enquêteurs frapperaient à la porte du suspect. Maintenant, les enquêteurs savaient exactement qui chercher et qui surveiller. Il y avait une personne concrète. Il y avait une automobile concrète. Et il semblait qu'il ne manquait qu'un pas pour la solution. Mais il y avait un problème qui maintenant semblait insoluble. La police n'avait aucune idée de où exactement était le suspect. Sa maison était sous surveillance. Le téléphone était éteint, et lui-même comme s'il s'était évaporé, comme s'il avait senti l'approche de la police et avait préparé à l'avance des chemins pour la retraite. La question sur sa localisation devenait la plus aiguë et alarmante. L'enquête comprenait que chaque minute perdue diminuait les chances de retrouver Emma à temps. Le 9 octobre, la ville se réveilla à nouveau dans l'anxiété. Les gens savaient déjà que la police était arrivée sur la piste du suspect, mais n'arrivait pas encore à le trouver. Les bénévoles continuaient à vérifier méthodiquement les lieux où le criminel avait pu se diriger. Au focus était encore la zone industrielle, entourée d'usines abandonnées et d'entrepôts. C'était exactement là qu'hier se perdit la trace de la berline sombre, et là même maintenant se concentraient les principaux groupes de recherche. Il était déjà bien après-midi quand arriva un appel qui changea complètement le rythme de l'enquête. À 16h40, l'un des volontaires, un homme appelé Tom, qui fouillait le territoire d'un vieux dépôt à la périphérie de la zone industrielle, informa la police qu'il avait remarqué une automobile suspecte. Il précisa. C'était une berline sombre, garée dans l'ombre d'un hangar à demi détruit, comme si elle était spécialement cachée des regards d'autrui. Dans la voix du volontaire, on entendait l'agitation et l'insistance. « C'est exactement cette voiture que vous cherchez. Elle est ici. Et il semble qu'elle y soit depuis longtemps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans, mais l'endroit semble trop suspect. » Les coordonnées de l'automobile furent immédiatement transmises à la police, et déjà en 5 minutes, les premières voitures de patrouille avec sirènes allumées couraient vers la zone industrielle. À chaque seconde, la tension grandissait. Les cœurs des policiers battaient de plus vite, car cela pouvait être le moment clé de toute l'enquête. Quand la patrouille arriva sur les lieux à 16h45, le tableau qui s'ouvrit à leurs yeux était simultanément encourageant et effrayant. La berline sombre était exactement où le volontaire l'avait indiqué. L'automobile était couverte d'une couche de poussière et de saleté, comme si elle était restée là pendant assez longtemps. La plaque fut immédiatement vérifiée dans la base de données, et le résultat ne tarda pas. L'automobile appartenait réellement au principal suspect. Autour régnait un silence absolu, interrompu seulement par le rugissement distant d'automobiles de l'autoroute et le bruissement des feuilles que le vent poussait sur le vieux bitume. D'abord, il semblait qu'il n'y avait personne sur place, et cela ne fit qu'intensifier l'anxiété des policiers. Possiblement, le criminel avait déjà quitté cet endroit, abandonnant l'automobile ici pour brouiller les pistes. Mais ce fut exactement à ce moment, quand l'un des policiers s'approcha de la voiture, qu'un son vint du coffre. Ce fut bas
presque inaudible, mais les policiers comprirent immédiatement « il y a quelqu'un dans la voiture ». Ce son changea tout. En quelques secondes, l'endroit fut complètement isolé. Les enquêteurs commencèrent prudemment à s'approcher de l'automobile, donnant des ordres à tous les présents de maintenir le silence et la prudence maximale. Chaque mouvement, chaque pas vers l'automobile était accompagné d'une tension qu'aucun des présents n'avait expérimentée auparavant. Dans la tête de chacun défilaient des dizaines de questions. Qui exactement est là? Emma est-elle vivante? Où est maintenant le suspect lui-même? Et le principal? Est-il ici, se cachant près, observant les actions de la police? Les policiers se préparaient déjà à ouvrir le coffre quand de l'intérieur vint à nouveau un coup, maintenant déjà distinct, clair. Il semblait que celui qui était à l'intérieur voulait désespérément faire comprendre qu'il était ici, qu'il avait besoin d'aide. Cette minute devint infiniment longue pour tous ceux qui étaient là. Finalement, les enquêteurs donnèrent le signal et le coffre fut prudemment ouvert. À l'intérieur, il faisait sombre, étouffant. Et pendant une seconde régna un silence absolu. Puis on entendit une voix basse, presque un chuchotement, pleine de peur et de soulagement simultanément. « S'il vous plaît, aidez-moi ». Les mots résonnèrent presque inaudiblement, mais ils furent insuffisants pour que tous ceux qui étaient sur place comprennent. Ils étaient arrivés à temps. Emma était vivante. Les policiers rapidement et prudemment la sortirent de la voiture. La petite fille était très effrayée, mais semblait indemne, bien qu'extrêmement fatiguée. Près de l'automobile apparut immédiatement un médecin de l'ambulance qui commença à l'examiner et la calmer. La sensation de soulagement se mélangea rapidement avec une nouvelle tension. La petite fille avait été trouvée. Mais maintenant quoi? Où était le criminel? Pourquoi l'avait-il laissé exactement ici? Et le principal? Réussirait-il à le trouver avant qu'il s'échappe complètement? À ces questions, la police devait trouver des réponses très bientôt. Maintenant, l'essentiel était un. Emma avait été trouvée vivante, et bien que la situation restât difficile, la police, pour la première fois de tout ce temps, sentit que l'affaire était sortie de l'impasse. L'automobile devint cette preuve décisive qui pouvait mener les enquêteurs au criminel. Mais maintenant commençait une nouvelle étape de l'enquête. Étape dans laquelle la police devait comprendre qui était derrière ce crime. Quel motif mouvait le ravisseur et comment exactement il avait fini ici, dans le parking abandonné d'un vieux dépôt, où personne ne le voyait ni ne l'entendait pendant si longtemps. L'enquête avait maintenant entre ses mains la preuve clé, l'automobile dans laquelle Emma avait été trouvée. Et ce fait signifiait que très bientôt, ils recevrirent des réponses à toutes les questions qui tourmentaient la ville ces derniers jours. Mais avant, ils devaient à comprendre l'essentiel. Le criminel était encore en liberté et personne ne pouvait dire quel serait son prochain pas. Après qu'Emma fut trouvée vivante dans le coffre de l'automobile, il semblait que l'enquête s'approchait déjà de la fin. La petite fille était en sécurité et son ravisseur fut arrêté sans aucune résistance à quelques pâtés de maison du lieu de découverte de la voiture. Mais pour l'enquête, le sauvetage d'Emma ne devint qu'une étape intermédiaire. Et maintenant, devant les spécialistes de criminalistique, se trouvait une tâche importante. Confirmer ou réfuter le lien entre le suspect et la victime au niveau de faits, scientifiques irréfutables. Maintenant arriva le temps où les rues et dépôts abandonnés cédèrent la place aux laboratoires, microscopes et tubes à essai. Les émotions passèrent au second plan et l'essentiel devint la preuve froide et impartiale. La criminalistique pourrait-elle donner une réponse sans équivoque? Cet homme avait-il réellement commis le crime? L'expertise de l'automobile commença immédiatement après qu'elle fut livrée au garage de police. Chaque centimètre de la voiture fut soigneusement examiné et documenté. Le coffre, où Emma fut trouvée, devint l'objet central de l'enquête. C'est exactement là que les enquêteurs découvrirent la première preuve importante. Quelques cheveux pris dans le revêtement. Les cheveux furent donc soigneusement collectés et envoyés pour analyse ADN. Les enquêteurs savaient qu'exactement ces cheveux pouvaient devenir le maillon clé dans la chaîne de preuves. Simultanément,
les spécialistes s'occupèrent des vêtements du suspect. Il semblait calme, presque indifférent, et répondait aux questions des enquêteurs de façon évasive. Mais au laboratoire, les conversations n'avaient pas d'importance. Et ici, les spécialistes trouvèrent un autre détail qui pouvait tout changer. Dans la veste du suspect furent découvertes de petites fibres qui ne correspondaient pas aux matériaux de ses propres vêtements. L'analyse comparative montra rapidement que les fibres par structure et couleur étaient identiques aux fibres de la veste qu'Emma portait le jour de la disparition. À chaque nouvelle découverte, le tableau devenait de plus en plus clair. Mais l'enquête avait besoin d'obtenir non seulement des preuves indirectes, mais une preuve irréfutable, capable de convaincre n'importe quel juge et n'importe quel jury. C'est pourquoi le laboratoire accéléra le travail avec les échantillons d'ADN et 3 jours plus tard, le 12 octobre 2020, était prêt le rapport officiel. Ce qu'il contenait liait définitivement tous les détails de cette histoire sombre. Les résultats de l'expertise des cheveux ne laissaient aucun doute. L'ADN des échantillons trouvés dans le coffre de l'automobile correspondait 100% avec l'ADN d'Emma Harris. C'était un fait irréfutable qui signifiait que la petite fille avait été dans cette automobile et que c'est exactement ici qu'eut lieu son enlèvement. Cependant, le plus important et décisif fut le résultat de l'analyse faite avec des échantillons pris d'Emma. Les enquêteurs, immédiatement après le sauvetage, prirent des échantillons de sous ses ongles. Ils comprenaient, si la petite fille avait tenté de résister, alors sous ses ongles pouvaient rester des particules microscopiques de la peau du ravisseur. Et le calcul se montra correct. L'ADN trouvé sous les ongles d'Emma correspondait complètement avec l'ADN du suspect arrêté. C'était une preuve contre laquelle il était impossible d'argumenter. Elle parlait du fait que le contact entre eux eut lieu et que ce contact était clairement lié à une rétention violente. Ce fut exactement ce fait qui devint clé pour l'enquête. Maintenant, il ne restait aucun doute. L'homme arrêté n'était pas simplement suspect. Il était criminel, responsable de l'enlèvement d'Emma Harris. Chaque spécialiste comprenait. Ces résultats excluent définitivement la possibilité d'erreur ou de coïncidence casuelle. Dans le laboratoire, régna un lourd silence quand les résultats furent transmis aux enquêteurs. C'était un moment de vérité, quand les faits scientifiques transformèrent les soupçons en preuves solides. Maintenant, la police avait toutes les bases pour présenter des accusations officielles. Le puzzle sur lequel enquêteurs et criminalistiques travaillèrent jour et nuit se monta finalement. Il n'y avait plus de place pour les suppositions et présomptions. Maintenant, il n'existait que certitudes rigoureuses, basées sur les résultats d'expertise. Cependant, le travail de l'enquête ne se termina pas à cette étape. Bien que la culpabilité du suspect soit déjà de fait prouvée, il restait encore une question qui exigeait réponse. Le motif. Pourquoi exactement Emma? Pourquoi exactement ce jour-là? Et pourquoi exactement de cette façon? La police devait comprendre ces questions pour saisir complètement tout le tableau de ce qui s'était passé. Mais pour le moment, les enquêteurs reçurent le principal, des preuves irréfutables liant le suspect à la victime. Maintenant, il ne restait pas de doute sur sa culpabilité. Ces faits froids et sans émotion devinrent la fondation sur laquelle serait construit le procès judiciaire. Et bien que maintenant Springfield soupirait soulagé, comprenant que le criminel fut attrapé, la ville savait aussi, le plus difficile était encore à venir. Au tribunal, qui devait avoir lieu bientôt, citoyens et parents d'Emma connaîtraient finalement tous les détails, motifs et circonstances du crime qui changea la vie de tant de personnes. L'analyse spécialisée donna réponse à la question principale qui tourmentait l'enquête. Le criminel fut trouvé et sa liaison avec la victime fut établie au niveau de faits scientifiques. Mais maintenant, la ville attendait de nouvelles réponses, car derrière chaque crime se trouva des raisons sur lesquelles la police devait encore seulement découvrir. Après que l'expertise ADN confirma avec sécurité la liaison du suspect avec Emma Harris, il semblait que l'enquête était presque terminée. La police ne doutait déjà plus de qui exactement avait enlevé la petite fille et se préparait pour la prochaine étape, le procès judiciaire. Mais dans l'air flottait encore une petite question, presque imperceptible, qui fut soulevée encore au début de l'enquête.
Elle concernait le conducteur du service de livraison dont la camionnette était passée ce jour-là dans la rue Brooke. La question était simple, mais extrêmement désagréable. La police aurait-elle pu commettre une erreur en se fixant sur le suspect évident et ainsi avoir manqué le véritable criminel? C'était exactement cette pensée qui ne donnait pas de repos à l'enquête et forçait les enquêteurs à vérifier soigneusement toutes jusqu'aux versions les plus improbables. Car le prix de l'erreur était trop élevé. La police décida de vérifier minutieusement la route du conducteur du service de livraison que plusieurs témoins mentionnèrent encore dans les premières heures après la disparition d'Emma. L'homme travaillait dans une grande entreprise de livraison de colis et pratiquement tous les jours passait par la rue Brooke. Cette circonstance devint la raison pour vérification supplémentaire. Les enquêteurs demandèrent immédiatement au service de livraison des données complètes de journaux GPS de la camionnette de travail du conducteur pour ce même jour, 8 octobre. À première vue, les données semblaient complètement ordinaires. La camionnette était vraiment passée par la rue Brooke, s'arrêtant à plusieurs adresses. Il n'y avait pas d'arrêt suspect ou inattendu. Mais l'enquête ne pouvait se permettre une approche superficielle. C'est pourquoi chaque adresse fut soigneusement vérifiée. L'un après l'autre, les résidents des maisons indiquées dans les journaux confirmaient qu'ils avaient reçu leur colis à temps et avaient vu personnellement le conducteur. Mais la question la plus importante était le temps. La police devait comprendre clairement quand exactement le conducteur était dans la rue Brooke et s'il pouvait d'une manière ou d'une autre être impliqué dans la disparition d'Emma. Selon les journaux, la camionnette était dans la rue exactement à 14h15. C'était seulement 10 minutes avant le moment de l'enlèvement, ce qui automatiquement le rendait potentiellement suspect. D'un côté, le conducteur aurait pu réussir à commettre le crime et fuir. D'un autre côté, l'intervalle de temps semblait trop restreint. Pour complète certitude, les enquêteurs décidèrent d'interroger en détail les clients pour qui furent livrés des colis à cette heure. Une des résidentes de la rue Brooke, Madame Deborah Clark, confirma qu'exactement à 14h15, elle avait reçu son colis personnellement des mains de ce même conducteur. Elle se souvenait distinctement de son visage et même de sa camionnette, parce que ce jour-là, elle était contrariée par le retard de la livraison et l'avait longtemps attendu en regardant par la fenêtre. Dans ses paroles, il n'y avait pas le moindre doute. Et la police comprit rapidement qu'exactement cette conversation deviendrait clé dans la vérification de cette version. Les enquêteurs interrogèrent quelques personnes de plus et toutes confirmèrent complètement les paroles de Madame Clark. Le conducteur du service de livraison était dans la rue Brooke pas après 14h15 et après cela quitta rapidement le quartier, se dirigeant vers la prochaine adresse. Sa route était clairement documentée et confirmée par plusieurs témoins indépendants. Ce fut ce moment où la dernière version alternative s'effondra finalement. Le conducteur fut complètement exclu du cercle des suspects. Il n'avait pas seulement un alibi de fer, mais ne possédait aussi aucune possibilité physique de commettre ce crime dans l'intervalle de temps désigné. La police ferma officiellement la ligne d'enquête liée à la camionnette de livraison. Et maintenant, le cercle des suspects se rétrécit finalement jusqu'à une seule personne. Tous les doutes et questions qui tourmentaient l'enquête au cours des derniers jours disparurent. La police ne pouvait plus, ni ne devait douter. L'homme arrêté après la découverte de la voiture était ce même criminel qui avait enlevé Emma Harris. Bien que la version avec le conducteur ait été une fausse piste, elle joua un rôle important. Elle confirma que l'enquête fut objective et vérifia soigneusement toutes les options. Ceci fut fondamentalement important pour que par la suite, déjà dans le procès judiciaire, personne ne puisse questionner la qualité de l'enquête. Les enquêteurs avaient maintenant dans leurs mains non seulement des preuves scientifiques de fer, mais aussi la confiance qu'aucune version alternative n'avait plus de fondement. Tout pointait vers une personne, et maintenant la police se préparait à présenter officiellement l'accusation. L'enquête s'approcha de sa phase finale, éclaircissement des motifs et détails du crime. Cependant, les résidents de Springfield n'arrivaient pas à se débarrasser de la sensation d'anxiété. Bien que le coupable ait été établi et que les preuves semblassent irréfutables, les gens devaient découvrir la réponse à la dernière et plus importante question. Pourquoi cela arriva-t-il ? Qu'est-ce qui motivait le ravisseur quand il choisit Emma comme sa victime ? Exactement cette circonstance
Le motif devint la dernière grande question qui devait encore être éclaircie par la police. L'enquête exclut finalement tous les autres suspects. Et maintenant, il ne restait qu'à comprendre ce qui força l'homme à commettre un acte si terrible. Et pendant que la ville attendait le début du procès judiciaire, les résidents se demandaient une seule et même chose. Quel détail exactement de ce crime deviendrait inconnu très bientôt, quand l'enquête révélerait finalement toutes les cartes? Maintenant, quand la personnalité du criminel fut finalement confirmée et qu'il ne resta pas d'autres suspects, surgit pour tous la question qui se pose toujours dans des cas similaires. Qu'est-ce qui força l'homme à commettre un tel crime? Pourquoi exactement Emma devint victime et quel chemin l'y mena? La ville attendait des réponses et la police commença à plonger dans le passé de l'homme qui se trouva au centre de l'enquête. L'arrêté s'appelait Mark Rendall. Il n'était pas jeune, 42 ans, et pendant ce temps, il réussit à accumuler une biographie qu'on ne souhaiterait à personne. Cependant, extérieurement, Mark ne se distinguait en rien de spécial. Taille moyenne, apparence commune, traits du visage, rien de notable. Une telle personne pouvait passer dans la rue et personne ne lui prêterait attention. Mais derrière cette apparence externe commune se cachait une histoire complètement différente, beaucoup plus sombre et alarmante qu'il ne pourrait sembler à première vue. Mark Rendall avait déjà des antécédents criminels, et pas pour un petit crime. Dans son dossier personnel figuraient agression et privation illégale de liberté. Pour cela, il fut condamné à 15 ans de prison. Et bien que Mark soit sorti en liberté conditionnelle en 2018, son passé était un fardeau lourd qu'il portait constamment avec lui. Il semblait que le passé ne le libérait pas, le forçant à revenir répétitivement au côté sombre de sa nature. Après sa libération, Mark ne pouvait pas trouver de travail permanent. De temps en temps, il s'employait dans des travaux temporaires, mais nulle part il ne restait longtemps. Les personnes qui le connaissaient superficiellement se référaient à lui comme un homme tranquille, non enclin au conflit. Mais les voisins qui vivaient près de Mark avaient une autre opinion. Ils se plaignaient régulièrement de son comportement étrange. Parfois, il pouvait passer des jours entiers sans sortir de chez lui. Et puis, soudainement, il commençait à se comporter de façon irritable et agressive, se disputant avec les passants pour des vétilles. Ses plaintes ne dépassaient jamais les limites de la loi, mais déjà alors, elles alarmaient. Les voisins décrivaient comment parfois Mark s'asseyait simplement sur la véranda pendant des heures et regardait vers un point, sans bouger. Parfois, il sortait tard le soir et revenait tôt le matin, n'expliquant ses actions à personne. Les personnes qui vivaient près sentaient qu'il y avait en lui quelque chose d'alarmant et d'imprévisible, qui rendait sa présence désagréable et même effrayante. Mais si pour les voisins son comportement semblait étrange, alors pour les spécialistes, il était complètement compréhensible. Quand la police commença à étudier en détail son dossier personnel, une attention particulière attira l'historique médical de Mark, compilé pendant son incarcération. Et c'est exactement là que furent trouvées les réponses qu'attendaient tant les enquêteurs et tout Springfield. Dans les documents de la prison, il était indiqué que Mark Rendall ne manifesta jamais de signes de repentir pour son crime passé. Au contraire, il se considérait toujours comme victime des circonstances, une personne injustement punie, forcée de payer pour les erreurs des autres. Le portrait psychologique compilé par les spécialistes le décrivait comme une personnalité extrêmement instable, encline à des explosions soudaines d'agression et à un comportement impulsif. Cette caractéristique coïncidait parfaitement avec le comportement décrit par les voisins et observé par la police dans le processus de surveillance. L'impulsivité et l'agression qu'il ne pouvait pas contrôler firent de lui une personne capable du plus terrible. Et maintenant, en analysant tous les détails du cas, les enquêteurs comprenaient que le passé de Mark Rendall ne fut pas un hasard. Ce fut une étape logique du chemin qui le mena à ce jour terrible dans la rue Brooke. Les psychologues furent unanimes que Mark était une personne avec un haut degré de danger social. Son comportement ne pouvait pas être prévu, et le principal, il ne percevait jamais les conséquences de ses actes comme sa propre responsabilité. Il blâmait tout et tous autour.
mais ne reconnaissait jamais que ses propres actions étaient la cause des problèmes. Cette caractéristique le rendait non simplement un criminel, mais une personne dont les actions pouvaient se répéter à nouveau si la police ne l'avait pas arrêté à temps. L'étude du passé de Mark Randall confirma définitivement ce que l'enquête soupçonnait déjà. Le crime ne fut pas un hasard. Il devint la conséquence de cette chaîne de décisions, d'erreurs et de problèmes psychologiques que Mark ne reconnut jamais, ni n'essaya de résoudre. Il était comme otage de son propre passé, et maintenant ce passé le força à nouveau à commettre un acte pour lequel il devrait répondre à nouveau devant la loi. Cependant, la ville ne savait pas encore le principal. Pourquoi exactement Emma ? Pourquoi exactement elle devint victime d'une personne avec un passé si lourd et confus ? Pour cette question, il fallait encore trouver une réponse. Et c'est exactement le motif qui devint la dernière énigme de ce cas, que l'enquête devait révéler avant que l'histoire ne se termine définitivement. Maintenant même, une chose devint claire. Mark Randall n'était pas un criminel accidentel. Sa biographie pointait directement vers l'inclination à de telles actions. Maintenant, la police devait comprendre le dernier moment important, le motif pour que la ville et la famille d'Emma reçoivent des réponses à toutes les questions et que cette histoire terrible se termine enfin avec une fin juste. La question de pourquoi exactement Emma devint victime de Mark Randall restait la dernière et la plus importante. Toutes les preuves et données biographiques du criminel avaient déjà été soigneusement étudiées et collectées. Maintenant, la police devait le forcer à répondre aux questions qui tourmentaient les résidents de Springfield. Pour cela, les enquêteurs décidèrent d'utiliser la confrontation directe pour vérifier combien Randall était prêt à supporter la pression de faits irréfutables. L'étape la plus difficile de l'enquête commençait. Interrogatoire rigide. L'interrogatoire de Mark Randall commença le matin du 10 octobre 2020. Dans une petite salle de police, mal éclairée, c'était silencieux. Murs couleur ivoire, table métallique sur laquelle était un dossier avec les matériaux du cas, 2 chaises. L'atmosphère fut spécialement créée pour intensifier la pression sur le suspect. Aux portes se tenaient 2 enquêteurs de plus, prêts à entrer à tout moment si la situation sortait de contrôle. L'enquêteur commença la conversation calmement, mais très concrètement. « Mark, tu sais pourquoi tu es ici, n'est-ce pas ?» Randall semblait indifférent, comme si cette situation ne le touchait d'aucune façon. « Non, je ne sais pas, » dit-il, regardant sur le côté. « Rien ne m'a été expliqué. »« Eh bien, je vais t'expliquer, » continua l'enquêteur. Le 8 octobre à 14h28, ta voiture fut enregistrée dans la rue Brook, près de l'endroit où Emma Harris disparut. Peux-tu expliquer cela ? Randall resta silencieux un moment. Son regard bougea légèrement, mais la voix resta également indifférente. Je n'étais pas là. C'est une erreur. L'enquêteur le regarda attentivement et sortit du dossier une feuille de papier avec l'impression des données mobiles. Ton téléphone était là même, dans la rue Brook, au même horaire. Téléphone enregistré personnellement à ton nom. Comment expliques-tu cela ? Maintenant, Randall montra une petite irritation, croisa les bras sur la poitrine et se pencha légèrement en arrière. J'ai perdu le téléphone il y a quelques jours. Quelqu'un aurait pu l'avoir trouvé et utilisé. Je n'ai pas de relation avec cela. L'enquêteur étudia attentivement son visage, comme cherchant des signes de mensonge, puis continua calmement. Supposons. Mais comment alors expliques-tu que l'ADN d'Emma Harris fut trouvé dans ta voiture et ton ADN fut découvert sur ses vêtements ? Ces preuves excluent l'erreur. Après ces mots, dans la salle s'établit le silence. Randall arrêta de bouger, son regard se fixa sur la table. Il semblait pour la première fois préoccupé. Il semblait qu'il essayait de trouver des mots qui pourraient le justifier, mais n'y arrivait pas. L'enquêteur répéta la question un peu plus lentement et de façon insistante. « Mark, l'ADN ne ment pas. Ce sont des faits scientifiques. Comment expliques-tu la présence de son ADN dans ta voiture ?» Randall continua à se taire, comme si dans la salle il n'y avait personne d'autre que lui. Ses doigts tremblèrent légèrement
et il devint clair que les faits exerçaient sur lui un impact beaucoup plus fort que les mots. Mais même maintenant, il n'admettait pas sa culpabilité. Tu as la possibilité d'expliquer tout. Maintenant, c'est ta chance, dit doucement l'enquêteur, sentant que le suspect était sur le point de craquer. Mark Rendall soudain leva brusquement la tête et regarda directement dans les yeux de l'enquêteur. Son regard était froid et plein de défi. « J'ai déjà dit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'étais pas là et je ne connais pas cette fille. » L'enquêteur ouvrit à nouveau le dossier, cette fois plaçant sur la table des photographies du lieu du crime et le rapport de l'expertise ADN. Ceci était le rapport du laboratoire. L'ADN sous ses ongles t'appartient. Cela signifie que la fille a résisté. Elle s'est battue. Tu peux continuer à tout nier, mais tu comprends parfaitement que c'est déjà inutile. Rendall serra les poings et détourna le regard. Sa respiration devint plus lourde et ses épaules se tendirent. Il semblait comme s'il comprenait pour la première fois la gravité de ce qui s'était passé. L'enquêteur pressa à nouveau. « Pourquoi l'as-tu choisi, Mark ? Pourquoi exactement Emma ?» Mais Rendall resta silencieux. Et son silence devenait de plus en plus lourd et tendu à chaque seconde. L'enquêteur changea de tactique, essayant de le déstabiliser. Peut-être l'avais-tu vu avant ? Peut-être l'observais-tu depuis quelque temps ? C'était une cible facile, n'est-ce pas ? Petite, seule dans la rue. Arrêtez ! Rendall l'interrompit, perdant clairement son sang-froid. Je ne dirai rien. Mais l'enquêteur comprenait qu'il devait continuer la pression. C'était le moment de vérité. Alors explique au moins une chose. Pourquoi as-tu éteint le téléphone immédiatement après qu'elle ait disparu ? Pourquoi te cachais-tu ? Est-ce le comportement d'une personne innocente ? Mark se leva brusquement de sa chaise, la poussant vers l'arrière. 2 enquêteurs entrèrent immédiatement dans la salle, mais l'enquêteur d'un geste leur montra de s'arrêter. Il regardait directement Rendall sans détourner le regard. « Assieds-toi, Mark. Tu sais déjà que c'est la fin. Maintenant, c'est juste une question de répondre aux questions ou de continuer à nier l'évidence. » Rendall s'arrêta une seconde, puis s'assit lentement. Dans ses yeux apparut quelque chose qui ressemblait à la conscience de la défaite. Il leva la tête et pour la première fois de tout l'interrogatoire dit d'une voix ferme « Je ne parlerai qu'en présence d'un avocat. » Ces mots résonnèrent clairement et distinctement. L'interrogatoire était terminé. L'enquêteur soupira et ferma le dossier. Les enquêteurs sortirent avec le détenu et dans la salle, le silence s'établit à nouveau. Mark Rendall n'avoua pas directement le crime, mais son refus de parler après la présentation de preuves irréfutables était suffisamment éloquent. Maintenant, il ne restait à la police qu'à se préparer pour le tribunal où tout ceci serait examiné à nouveau. Entre-temps, le résultat principal fut que l'accusé craqua sous le poids des preuves. Il n'avoua pas ouvertement, mais pour tous, il fut évident que sa résistance fut brisée. L'enquête avait tout le nécessaire pour continuer. Et bien que les résidents de Springfield ne sachent pas encore ce qui s'était exactement passé dans cette salle, ils comprenaient. Les réponses à toutes les questions étaient déjà très proches. Le procès devait finalement révéler les motifs du crime et mettre un point dans l'histoire qui avait secoué toute la ville. Bien que l'interrogatoire de Mark Rendall ait donné à la police la compréhension que l'accusé avait senti le poids des preuves, son refus d'admettre sa culpabilité laissait à l'enquête une certaine indéfinition. Il était clair qu'il avait participé à l'enlèvement d'Emma Harris, mais sans sa reconnaissance directe, les avocats pouvaient essayer d'utiliser les lacunes restantes, alléguant le caractère accidentel du crime ou même l'innocence. La police avait besoin de quelque chose qui ne laisserait à la défense pas la moindre chance, une preuve absolue et irréfutable qui confirmerait non seulement la participation, mais aussi l'intention de Rendall. Et cette preuve fut bientôt trouvée. Les enquêteurs décidèrent une fois de plus, soigneusement et méthodiquement, d'étudier tous les appareils techniques confisqués au cours de l'enquête. Parmi eux se trouvait aussi le téléphone d'Emma qui avait été précédemment vérifié superficiellement, mais qui fut maintenant dirigé vers une expertise technique approfondie dans le but de restaurer toute donnée supprimée.
Les spécialistes firent bientôt une découverte qui changea instantanément tout l'alignement de l'affaire. Dans la mémoire du téléphone d'Emma fut découvert un brouillon inachevé d'un second message que la petite fille avait essayé d'écrire à sa mère immédiatement après avoir été mise dans l'automobile du ravisseur. Le message disait ceci: « Voiture sombre passée par le dépôt ». Emma n'avait pas réussi à l'envoyer, mais même inachevé, il devint une preuve très importante, montrant la direction du mouvement de la voiture et confirmant les témoignages sur la route. Mais la principale avancée furent les résultats de l'expertise du téléphone de Rendall lui-même. Les spécialistes restaurèrent les requêtes de recherche qu'il effaçait soigneusement et espérait clairement cacher à la police. Le contenu de ces requêtes parlait de lui-même: horaire de l'école de Springfield et rue silencieuse près du parc Jefferson. Ces requêtes de recherche furent faites exactement une semaine avant l'enlèvement d'Emma. Maintenant, les enquêteurs reçurent la confirmation absolue que le crime ne fut pas accidentel ou acte impulsif, comme on pouvait le supposer en étudiant le profil psychologique de Mark. Au contraire, il devint évident qu'il avait soigneusement planifié chaque étape, choisissant l'horaire et le lieu approprié pour l'enlèvement. Dans la salle où les spécialistes techniques présentèrent ces données aux enquêteurs, s'établit un silence complet. Ce n'était au plus des suppositions ni des hypothèses. C'étaient des faits contre lesquels il était impossible d'argumenter. La planification et l'intention furent prouvées définitivement. Personne ne pouvait plus affirmer que l'enlèvement était arrivé par hasard ou était le résultat d'une explosion émotionnelle soudaine. Chaque étape avait été pensée à l'avance, et Emma était devenue une cible choisie consciemment. Maintenant, la police avait entre les mains cette preuve irréfutable dont tous rêvaient depuis le début de l'enquête. Le brouillon du message d'Emma confirma la route de l'automobile et les requêtes dans le téléphone de Rendall indiquaient clairement la planification du crime. Cela signifiait qu'il serait extrêmement difficile pour la défense de réfuter les accusations et le tribunal ne pourrait plus douter de la culpabilité complète de l'accusé. La nouvelle concernant les nouvelles preuves se répandit rapidement dans la ville et maintenant même ces quelques personnes qui doutaient encore de la cause de Rendall furent forcés de reconnaître l'évidence. Emma ne fut pas une victime accidentelle. Elle ne fut pas choisie spontanément, simplement parce qu'elle se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit. Son enlèvement fut un acte planifié, commis par un homme qui avait étudié à l'avance les routes des écoliers, avait soigneusement choisi le lieu et l'horaire et avait consciemment amené sa berline sombre dans la rue Brook. Ce fut exactement cela qui devint l'avancée finale et clé de l'enquête. Les preuves se pliaient maintenant complètement dans un tableau clair, et l'enquête ne doutait plus d'aucun élément de cette histoire. Mark Rendall pouvait se taire autant qu'il voulait, mais contre de tels faits, même le silence le plus obstiné était impuissant. La prochaine étape devait être le procès, où la police allait présenter toutes les preuves trouvées. C'est exactement là que la ville entendrait finalement tous les détails de cette histoire terrible et comprendrait finalement ce qui motivait l'homme qui avait si soigneusement et froidement planifié le crime. Mais déjà, maintenant, personne ne doutait du résultat du tribunal. Toutes les preuves étaient trop convaincantes pour que la défense ait au moins la moindre chance de justifier l'accusé. Cependant, restait la dernière, plus importante question qui devait résonner au tribunal. Qu'est-ce qui concrètement força Rendall à choisir exactement Emma? Quelle raison le motivait quand il commença à planifier cet enlèvement? La réponse à cette question devait devenir le dernier chapitre de cette histoire. Chapitre qui devait donner à la ville les réponses finales et mettre un point définitif dans l'affaire qui changea la vie de tant de personnes. Quand toutes les preuves se trouvèrent sur la table, Mark Rendall avait la dernière chance, reconnaître sa culpabilité et, possiblement, recevoir au moins quelque indulgence du tribunal. Cependant, à l'audience préliminaire, son avocat déclara soudain « Mon client ne reconnaît pas sa culpabilité. » La défense choisit une stratégie extrêmement risquée. L'avocat affirmait que l'automobile de Rendall avait été supposément prêtée à quelques tierces personnes sur les intentions de laquelle l'accusé ne savait rien. Le nom de cette personne n'était pas mentionné. Aucun détail ne fut fourni. Le procureur réagit immédiatement
demandant au tribunal de fournir n'importe quelle preuve de l'existence de cette mystérieuse troisième personne. Dans la salle s'établit un silence tendu. Le juge attendait. La défense se taisait. Le procureur continua avec confiance. L'enquête a étudié en détail la vie de l'accusé. Ces derniers mois, il n'a enregistré aucun contact social qui pourrait confirmer sa version. Le juge hocha la tête, confirmant l'évidence. La version de la défense était complètement insoutenable. Il devint clair que Rendall allait jusqu'au bout maintenir une histoire absurde et déjà démasquée. Maintenant, l'affaire passa définitivement au tribunal et la seule question restante était quelle sentence le juge prononcerait, ayant devant lui toute cette pile de preuves irréfutables. Au tribunal et aux habitants de Springfield, il incombait de voir la reconstruction complète des événements de ce jour, restaurée par l'enquête jusqu'au moindre détail. Mark Rendall avait étudié à l'avance l'horaire de l'école et les rues silencieuses près du parc Jefferson. Il choisit l'horaire et le lieu. 8 octobre, approximativement 14h25. À 14h28, son automobile s'arrêta dans la rue Brook, où marchait Emma Harris, rentrant chez elle avec son nouveau lapin. Rendall sortit rapidement, mit de force la fillette dans le coffre et se rassit au volant. Emma réussit à envoyer un message désespéré à sa mère. « Maman, aide-moi, ils m'ont mise dans le coffre. » À 14h30, Rendall éteignit son téléphone et se dirigea vers la zone industrielle abandonnée, où ensuite la police découvrit son automobile. Toutes les marques de temps, données de caméras, signaux mobiles et résultats d'expertise ADN coïncidaient parfaitement entre eux, ne laissant aucun doute sur l'exactitude de la reconstruction. Maintenant, le tableau devint clair et complet. Prochaine étape, la décision du tribunal qui devait fermer ce chapitre terrible dans l'histoire de Springfield. Toute la ville s'arrêta dans l'attente de la décision du tribunal. Malgré l'évidence des preuves, l'intrigue se maintenait. Quelle punition exactement recevrait Mark Rendall? Le tribunal commença le 20 janvier 2021. Furent entendus les témoignages d'Emma Harris, en régime fermé, sa mère, les officiers de police, le volontaire qui trouva la voiture et les spécialistes criminalistiques. La défense n'appela aucun témoin, restant avec sa version insoutenable. Et alors, le 10 février 2021, le tribunal du jury reconnut unanimement Mark Rendall coupable sur tous les points de l'accusation. Le juge, étudiant les matériaux et considérant la gravité du crime, prononça la sentence finale. Prison à vie sans droit à la liberté conditionnelle. Maintenant, la ville pouvait soupirer de soulagement. La justice fut restaurée, mais resta une dernière question. Qu'est-ce qui arriva à Emma elle-même après le cauchemar vécu? La police souligna ensuite dans son rapport la rapidité de la réaction d'Emma Harris et son message à sa mère permit de raccourcir le temps de recherche et de prévenir une tragédie ultérieure. La famille Harris, peu après le tribunal, décida de quitter Springfield, commençant une nouvelle vie loin de ses souvenirs terribles. L'histoire d'Emma finit bien.